Ça va faire le lien très bien avec Cheikh Keïta, puisque toi, tu es au-delà de l'observatoire. Ce qui t'intéresse, c'est la formation et la formation des jeunes au numérique. Comment tu te positionnes aujourd'hui? Oui, Il va venir, oui. oui, je pense. Merci beaucoup. On voit que chaque année, il y a beaucoup d'Africains qui viennent participer à ta conférence. Je souhaite que finalement, qu'on puisse travailler pour faire prochainement dans un pays africain cette conférence, qui sera aussi une façon de faire participer les Africains à cette donne qui est celui de la complémentarité et puis de l'efficience. Vous savez, dans le monde, ce qui ne se dévalue pas, c'est la capacité du cerveau. Et l'Afrique se développera lorsqu'on mettra massivement un pouvoir efficient avec beaucoup de moyens sur l'éducation et la formation. C'est ce qui va nous mener à l'émergence et à l'éducation. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 7 ans en créant le Bridge of Innovation, puisque j'ai eu l'occasion de voyager dans les panels après la création de PESA, qui est le père des transferts Mobile Money. J'ai commencé à sillonner un peu l'Afrique de l'Est et voir comment je pouvais apporter ma contribution pour lever les startups africaines pour qu'ils puissent créer encore plus et rapidement. Donc on a créé le Bridge of Innovation qui repère les startups innovantes dans la FinTech, dans toutes les créativités innovantes pour les aider à aller sur le marché. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Au départ, dans 2 ans, nous avons eu 40 startups qui sont rentrées et qui sont maintenant assorties et qui volent de leurs propres ailes. Et nous mettons une action particulière sur l'éducation. Nous avons une start-up qui vient de gagner le prix de l'innovation à Las Vegas et aussi en France, qui a été primée à la Sorbonne comme la start-up de l'année au niveau de l'éducation. Elle a tout simplement vu la problématique des enfants qui partent à l'école avec des gros sacs chargés. Vous avez des enfants qui pèsent 6 kilos, ils ont sur le dos 5 kilos, un sac de 5 kilos. Donc, au niveau de la problématique de santé publique, il faut y penser que finalement, si ces enfants continuent à porter ces sacs lourds, c'est un problème, un danger public, puisque nous aurons demain un problème de santé publique. Donc, cette start-up a imaginé une tablette où il a compacté tout le programme scolaire de l'État de la France, il a compacté tous les programmes scolaires des pays africains. Donc, les enfants iront demain, grâce au numérique, à l'école sans cette charge, sans le sac de 5 kg, de 4 kg, seulement avec la tablette. Donc la tablette, quand madame l'enseignante demande de sortir vos cahiers, ben, on appuie sur un bouton, le cahier défile avec les traits. Alors s'il faut écrire avec la main pour dire que finalement on ne tape pas tout, on prend le stylet, on fait son rond de L ou de D. C'est une invention qui est formidable. Ça a été mis en place par une société, une start-up qui s'appelle K-Technologies, inventée par un Togolais qui vit en France, un scientifique, qui est Victor Agbenou, qui nous a apporté ça. Donc aujourd'hui, on progresse. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, les grandes entreprises du monde qui font beaucoup d'argent et qui font des bénéfices colossaux n'ont pas d'usine. Le monde a changé, notre monde change, et nous devons radicalement changer avec ce monde-là. Donc nous devons prendre le train en marche et changer nous-mêmes. La chose la plus importante aujourd'hui, eh ben, c'est vous et moi, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les données. J'en produis, vous en produisez, votre famille en produit. Les données, c'est le capital le plus important aujourd'hui du monde, puisque c'est ceux qui donnent de la ressource financière à toutes ces grandes entreprises du monde qui sont les GAFAM. Alors les GAFAM, c'est l'ensemble, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, c'est les dieux de l'Internet, et c'est le dieu du monde au niveau numérique aujourd'hui, qui rentrent chez vous sans vous demander, qui font des affaires chez vous sans vous demander. Et donc, pour en revenir, nous avons décidé depuis 3 ans de réfléchir comment nous allons mettre en place une structure qui peut donner de l'efficience, qui peut donner des conseils aux États au niveau de la régulation. Donc nous avons décidé, j'ai pris l'initiative de mettre en place quelque chose et j'ai été accompagné par le CAVI qui est le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Donc il fallait réfléchir sur une problématique et en trouver des solutions pour proposer. Donc nous avons décidé de mettre en place l'observatoire
panafricain du numérique et du digital, qui est l'efficience même. Nous allons ouvrir le cercle du comité d'orientation stratégique à tout le monde pour apporter de l'essence. Les Africains aujourd'hui sont dans les grandes écoles. On a fait des grandes études, ils sont en France, et aux États-Unis et dans le monde. Alors nous allons demander le retour de toutes ces têtes-là pour faire de l'efficience, pour travailler ensemble, pour qu'on puisse proposer aux États comment réguler. Alors, la partie régulation dépendra de la ressource propre du numérique, le flux passant en Afrique, retour, et aussi au niveau de la fiscalité. Vous savez que les GAFAM gagnent des milliards pour payer peu d'impôts. Je vous donne un exemple. Je ne citerai pas un GAFAM, parce que je ne veux pas faire de publicité. Il y a un GAFAM qui a déclaré en France 55,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il a été imposé 1,1 million de dollars d'impôts. 55 millions d'euros. Alors que finalement, réellement, son chiffre d'affaires était de 88 millions d'euros. Donc il aurait dû payer 1,2 million d'euros d'impôts. Alors vous voyez la différence. Nous devons aujourd'hui réguler et donner aux États africains de maîtriser tout ça. Et l'Observatoire, tu le lances donc prochainement, je crois. Il y a une date qui est fixée. Alors tout le monde est invité, les entreprises, les privés sont invités à Dakar le 29 avril prochain. Nous allons lancer avec les chefs d'État l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Et il y aura aussi des délégations venues de toutes les universités du monde où sont les étudiants africains qui sont en phase de terminale, qui ont fini les études, qui ont eu des doctorats dans le numérique et dans le digital. Parce qu'il faut absolument mettre un accent particulier sur l'éducation et aussi dans le numérique. Alors le micro peut circuler dans la salle. Je crois que c'est vraiment important d'aborder maintenant avec le club et nos rencontres ce sujet du numérique, parce que ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique pour l'usage, bien évidemment, que l'on peut en faire. Et tu viens de le citer, dans l'usage de l'éducation. Il est évident que dans l'usage de la santé, demain, le numérique, le transfert des données, pourquoi pas la télémédecine, pourra être une solution extrêmement intéressante dans un certain nombre de régions africaines. La France est en train de le tester. On est au balbutiement de la télémédecine, mais ça fait partie même dans nos territoires où régulièrement on nous dit que dans quelques années, il y avait encore un reportage il y a peu de temps sur un territoire français où il n'y aura plus de médecin à 15 km parce qu'il prend sa retraite et personne pour le remplacer. Bon, sur le continent africain, ce sujet est au quotidien. Il y a peut-être de l'espoir justement sur la télémédecine à regarder de très près. Qu'est-ce qui veut s'exprimer sur le numérique? Des questions à nos partenaires sur ce sujet-là qui est avant plus de parler technique, mais sinon on va échanger. Avant de passer la parole, j'ai oublié de parler d'une problématique globale qui est aujourd'hui celui de la cybercriminalité. L'Interpol avait déclaré il y a 1 an qu'en Afrique, le flux qui est impacté par le vol en Afrique est passé de 150 millions à 440 millions. C'est-à-dire la cyberattaque, comment dirais-je, la subtilisation de l'argent. Ça, c'est simplement pour l'État. Alors, quand on parle des privés, ça passe autre. Donc, c'est très, très important. Et puis, une deuxième chose qui est en train d'arriver en Afrique, avec la multiplication de la connaissance scientifique au niveau du numérique, c'est les fake news. Je vais le traduire, c'est les fausses informations. Alors, demain, vous aurez des robots. Bienvenue dans le monde nouveau. Hein. Voilà. On le subit tous. Voilà. Vous aurez des robots qui vont faire des simulations. Et dans quelques années, nous n'aurons pas les présentateurs de télévision. Par exemple, nous aurons des robots qui vont être à la place des présentateurs de télévision pour donner des nouvelles. Et puis cela aussi, des gens mal intentionnés peuvent créer des fake news avec des figures, des personnes qui donnent des nouvelles
pour faire ce qu'ils veulent dans le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'état de conscience ouvert. Il faut absolument être alerte dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous voyez comme vidéo. C'est prolifique. Et nous sommes dans cette révolution 2.0, donc il faut faire très attention. M. Attali, vous souhaitiez intervenir à nouveau, je crois? Oui, par contre, je vais reprendre. Il y en a un qui fatigue. Non, peut-être juste en revenant sur la partie réseau, qui est quand même effectivement le socle de base derrière pour développer l'ensemble des services, permettre aux startups, aux entreprises de se développer. Donc on croit, nous, et je l'ai dit, au PPP, au sens large, DSP ou autres, pour mettre en place ces infrastructures en Afrique. Bien sûr, il y a quand même des prérequis indispensables. Déjà, il faut pouvoir avoir dans ce secteur du numérique une intervention publique aux côtés des opérateurs privés pour aménager le territoire. Et ce n'est pas systématiquement le cas. Je travaille au Maroc. La loi est en train d'évoluer et elle est au Parlement. Mais jusqu'à présent, tout ce qui est déploiement d'infrastructures télécom, pour faire simple, est de l'unique ressort des opérateurs. Voilà, donc avec quand même donc c'est un pays très bien connecté, il n'y a pas de problème, mais sur le fixe, on peut certainement améliorer. Et sans évolution, ça sera difficile, sans évolution législative, ça sera difficile de pouvoir couvrir des zones à faible rentabilité sans intervention publique. Donc il faut le faire. Ça, c'est un point important. Bien sûr, pour lancer un PPP dans de bonnes conditions, il faut aussi un cadre réglementaire. Là, je parle de réglementation sectorielle, côté numérique, télécom, qui soit adapté, qui permette, par exemple, de réutiliser des fourreaux existants déployés par des opérateurs pour aller beaucoup plus vite et beaucoup moins cher, qui permettent aussi d'avoir une bonne vision de ce qui est déployé en termes d'infrastructures, de services sur le territoire, et au contraire, de voir ce qui manque. Donc d'avoir cette vision-là, ce qui n'est pas évident et ce qui nécessite, au niveau du régulateur, de contraindre d'une certaine façon les opérateurs à communiquer ce type d'informations. Et c'est important parce que derrière, le PPP peut agir vraiment là où il y a des besoins, là où de toute façon le marché ne répond pas à la demande, et donc là où on a le maximum de certitude d'avoir des clients sur le PPP, des opérateurs en l'occurrence pour nous, qui vont rendre, comme ça a été dit, bancable le projet, et ce qui permettra de faire venir des investisseurs. Donc ça, ce sont des points importants. Et dernier point, alors une fois que le PPP est lancé et en aval, c'est un vrai souci qu'on a en tout cas en France, c'est tout le suivi, tout le contrôle sur le déploiement, parce qu'on peut avoir des déploiements qui respectent pas les cahiers des charges et qui se font n'importe comment, ce qui nécessite de réintervenir derrière, et aussi en phase d'exploitation, vérifier que l'exploitation est conforme à ce qui est prévu dans les engagements. Voilà. Je voulais rebondir sur quelque chose au niveau des réseaux. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des projets d'aménagement en Afrique, on parle forcément de financement. Nous avons, dans notre histoire, fait des progrès immenses, par exemple dans le câble sous-marin. Le câble sous-marin, ça a été un développement extraordinaire, ça a donné des flux et ça nous a permis d'avancer. Vous avez deux types de choses qui nous permettent d'avancer aujourd'hui dans le numérique. Vous avez le câble sous-marin qui nous a beaucoup avancé, vous avez la fibre optique. Mais la problématique, c'est que par kilomètre, le câble sous-marin coûte 34 à 55 000 euros, dollars, par exemple, dollars. Et le fibre sous-marin va coûter de 55 à 65 000 euros. Alors, moi, je lance un appel aujourd'hui ici à tous les entrepreneurs qui sont dans ce panel, dans cette conférence, de travailler ensemble pour qu'on puisse mettre en place un système qui pourrait aider les États. Par exemple, tiens, pourquoi ne pas faire un groupement d'entreprises qui va aider les États à lancer des satellites au niveau du contrôle de l'information et aussi de la fusion au niveau des données et au niveau de l'Internet possible à tout le monde. Et puis, ce que nous demanderons à Dakar, c'est que les États mettent dans leur constitution comme l'Internet et le numérique comme matière première de développement économique.
et puis qu'on mette dans les constitutions comme source obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une différence complète d'un point à un autre, d'autres qui se servent du numérique, d'autres n'ont pas accès. Donc cette régulation doit être faite par l'État pour que tout le monde, à tous les niveaux, que tu sois de l'Est qui est pauvre où il n'y a pas d'investissement, ou que tu sois dans la capitale, que tout le monde soit égaux. Donc le numérique et le digital, nous devons travailler sur l'éthique pour que tout le monde puisse avoir la possibilité, la capacité d'accéder à l'outil Internet et au digital.